Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan gaida likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Santé et Bien-être. Aujourd'hui, nous recevons un spécialiste en gériatrie gérontologie, une discipline médicale dédiée à la santé des personnes âgées. Avec le vieillissement de la population, les enjeux liés à la prise en charge des seniors deviennent de plus en plus importants. Ensemble, nous allons explorer les problématiques les plus courantes, les solutions et les conseils pour garantir un vieillissement dans les meilleures conditions possibles. Nous accueillons professeur Amdia Abdelkader qui répondra à nos questions. Restez avec nous pour des informations précieuses et des conseils pratiques. Professeur, bonjour. Bonjour, Sekina. Bien, professeur, alors qu'est-ce que c'est que la gériatrie et quelles sont les maladies ou troubles les plus courants chez les personnes âgées? Merci beaucoup de m'avoir donné la parole pour parler de la gériatrie. Alors, la gériatrie est la discipline médicale qui étudie le vieillissement et les maladies des personnes âgées. C'est un peu nouveau dans notre contexte, mais c'est une discipline qui existe depuis longtemps dans les pays avancés à cause du vieillissement de la population qui est très importante. Chez nous, on constate progressivement les personnes âgées, les seniors deviennent de plus en plus nombreux. J'ai l'habitude de dire, pour garder facilement, il faut voir pédiatrie, donc pour les enfants, la médecine adulte, et de l'autre côté, l'extrême, la gériatrie. Donc c'est les deux extrêmes. Pédiatrie pour les enfants, gériatrie pour les personnes âgées. Et la question c'était les maladies les plus courantes qu'on retrouve chez eux. Effectivement, les personnes âgées, les définitions, vous allez entendre 60 ans et plus, 65 ans et plus, mais il faut plutôt parler de profil gériatrique. Ce n'est pas l'âge réellement qui définit une personne âgée ou un senior. Certes, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte, mais il existe d'autres paramètres qui rentrent également en compte. Alors, les différentes pathologies qui sont fréquentes, c'est essentiellement les syndromes. Par exemple, chez la personne âgée, aujourd'hui, on sait que la dénutrition, elle est fréquente. Vous avez également les syndromes confusionnels. Il y a des personnes âgées qui sont confus de plus en plus, que ce soit en milieu hospitalier ou bien à domicile. Vous avez aussi les troubles neurocognitifs majeurs. Anciennement, on les appelle démence, qui se caractérisent assez souvent par des troubles de la mémoire qui commencent à être débutants. Vous avez également les pertes d'autonomie, c'est-à-dire que la personne âgée, elle est à la maison, elle est incapable de subvenir ou bien de réaliser des activités de vie de base, c'est-à-dire s'alimenter, se déplacer, s'habiller, contrôler les sphincters, c'est-à-dire la continence urinaire et fécale, ainsi que certains petits transferts à la maison. Vous avez également dans les syndromes gériatriques, vous avez les risques de chute. Les personnes âgées chutent beaucoup. Et vous avez enfin aussi comme autre pathologie ou bien syndrome, vous avez la dépression qui est importante dans cette tranche d'âge-là. Donc essentiellement, on peut retenir, c'est exhaustif, mais on peut retenir ces 5, à savoir les troubles nutritionnels, notamment la dénutrition, les syndromes confusionnels, la perte d'autonomie ou la perte d'indépendance fonctionnelle, les troubles neurocognitifs majeurs ou démence et la dépression. Bien, professeur, alors quels sont les signes indiquant qu'une personne âgée a besoin d'un suivi gériatrique? Alors, si on se met dans le cas le plus fréquemment rencontré, quand on parle par exemple de dénutrition ou de troubles nutritionnels, assez souvent avec l'âge, les gens disent que les personnes âgées n'arrivent pas à manger et sont anorexiques. Ou bien, tout simplement, on met souvent
le fait de ne pas vouloir manger sur le dos de l'âge, eh bien, ça entraîne progressivement un déficit en énergie et en protéines et même en micronutriments qui, avec le temps, va se caractériser par un amaigrissement. Ok. Assez souvent, on remarque ça lorsque le sujet âgé chute. Et parce que justement, il n'y a pas assez de protéines pour maintenir ce côté robuste ou rigide chez cette personne âgée. Et donc, vous avez également parfois les petites infections récurrentes, les pneumonies ou un paludisme qui va et qui vient. Assez souvent, sous ces différentes pathologies se cache une dénutrition, donc un déficit en énergie et en protéines qui peuvent être les symptômes qui vont s'exprimer par cette maladie. Autre chose également, si vous prenez les troubles neurocognitifs majeurs ou bien démence, vous avez les pertes de mémoire. Vous avez la personne âgée qui vous dit de plus en plus, je ne me souviens plus De qui je suis. de qui je suis. Ça, c'est encore aller un peu plus loin. Mais de plus en plus, des personnes âgées qui vous disent, vous arrivez à discuter quelques minutes et après, ils ne se souviennent plus de ce pourquoi vous en avez parlé. Ou bien, ils vous disent karma qu'ils ont oublié de manger alors qu'ils ont mangé. Ou bien, karma, ils n'arrivent plus à vous reconnaître, ou bien à reconnaître les petits-enfants, les enfants ou bien même les mots. Ou bien, ils manquent de mots. Donc, les premiers symptômes, c'est assez souvent ces problèmes de mémoire, ce trouble de mémoire qui devient parfois flagrant. La personne sort, elle n'arrive plus à revenir à la maison, elle se perd. Et donc, associé à cela, parfois vous avez des problèmes pratiques, c'est-à-dire ils ont des difficultés à manipuler les objets. Une clé par exemple, pendant qu'il n'y a aucun problème au niveau sensitivo-moteur. Parfois également ils font des hallucinations, donc ils confondent les visages. Parfois ils font également, ils ont une perte d'autonomie ou bien ils chutent beaucoup. Ce sont des signes qui nous indiquent assez souvent qu'il y a un trouble neurocognitif majeur ou bien un trouble de la mémoire qui annonce assez souvent ces troubles neurocognitifs. Alors, les autres syndromes gériatriques tels que la chute souvent, très souvent le patient rapporte qu'il a chuté. Mais assez souvent aussi, rarement, on rencontre les cas de chute où la personne consulte directement. S'il consulte directement, souvent il y a une complication, c'est-à-dire une fracture, ou bien il y a une impossibilité de se lever, ou bien il y a d'autres troubles associés qui font la gravité de la chute. Concernant la dépression, pour la démasquer, c'est assez compliqué dans notre contexte, mais il y a beaucoup de patients qui sont déprimés, des patients âgés qui sont déprimés. Et cette dépression peut se manifester souvent par une insomnie, parfois par une anorexie, il ne mange pas, c'est des dépressions masquées, ou bien le sujet est là, il ne parle pas, il ne dit rien, alors qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa tête. Bien, professeur, partant de ces symptômes, comment prévenir ou ralentir la progression des maladies liées au vieillissement? Alors, ralentir, bon, je préfère le terme ralentir. D'accord. Ralentir. Et alors, le vieillissement étant l'évolution naturelle, on vieillit, mais le tout est ce qu'on appelle de vieillir bien. Il faut vieillir, faire un vieillissement réussi, faire un vieillissement en bonne santé, ou comme vous l'avez dit, le plus possible. Alors, ça commence par la prévention primaire, c'est-à-dire que avant de rentrer dans la vieillesse, il faut prendre toutes les dispositions pour se maintenir. Tout ce qui est conseil par rapport à l'alimentation saine et équilibrée, activité physique, la prévention de la survenue des maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension artérielle, le diabète, doit être une prévention qui est active. Et ça, les politiques publiques doivent beaucoup faire de sensibilisation pour dire que pour bien vieillir, il faut prévenir, traiter les maladies cardiovasculaires et tout ce qui est maladies non transmissibles. Ce n'est pas arrivé à 110 ans qu'on pourra, certes on peut stabiliser les choses, mais encore mieux si à 45 ans, 50 ans, on est très bien sensibilisé pour prévenir la survenue et du diabète
et de l'hypertension artérielle qui donnent des pathologies telles que les accidents vasculaires cérébraux, qui donnent également des pathologies telles que les insuffisances rénaux. Et donc, cette prévention, elle est capitale, elle est importante. Et c'est pourquoi le ministère de la Santé publique et des Affaires sociales doivent vraiment s'investir pour mener des campagnes de sensibilisation à large échelle pour que les pathologies qu'on constate à l'âge avancé, telles que les accidents vasculaires cérébraux qui finissent par des démences, des insuffisances rénaux, des diabètes compliqués, puissent être prévenus bien avant. Autre chose, si vous permettez, une alimentation saine et équilibrée permet de prévenir la dénutrition. On a vu que la dénutrition est un facteur capital de la survenue des chutes. Une personne âgée doit manger à sa faim. Une personne âgée, même si elle est sous traitement contre le diabète ou l'hypertension artérielle, le régime n'est pas aussi strict que chez le sujet jeune. D'accord, alors docteur, quel conseil donneriez-vous pour prévenir la chute chez les personnes âgées? Alors, la prévention, la chute, il y a beaucoup de conseils qu'il faut donner. Alors, la chute, qu'est-ce que c'est? La chute, c'est toute situation qui fait que la personne se retrouve à un niveau inférieur par rapport à la position de départ. Ou tout simplement qui fait que la personne âgée se retrouve au sol. Alors, cette chute, elle est de plus en plus fréquente. Assez souvent, le sujet rapporte la chute. Donc, à l'interrogatoire, on demande est-ce que vous avez eu à chuter une fois. Il va vous dire effectivement, ça fait 3 mois ou 4 mois ou 5 mois que j'ai chuté. Alors, la chute, il y a des critères de gravité de la chute. Quand par exemple, une personne âgée chute pendant qu'il est fragile, c'est-à-dire qu'il est dénutri, c'est un critère de fragilité. Ça, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Ou bien quelqu'un qui chute parce qu'il a des maladies cardiovasculaires, ou bien la personne chute et a une impossibilité de se lever, il reste pendant longtemps au sol, c'est un critère de gravité, ou bien assez souvent quand il a des troubles de l'équilibre et de la station debout. Donc tout sujet chuteur qui a ces critères-là, on peut penser qu'il a un haut risque de chute et que la chute également va s'aggraver. Dans les facteurs qui prédisposent à la chute, nous avons les facteurs intrinsèques et les facteurs extrinsèques. Les facteurs intrinsèques, ce sont des facteurs assez souvent prédisposants. Par exemple, quand un sujet âgé a des difficultés pour voir, c'est un facteur intrinsèque qui favorise facilement la chute. Ou bien quand il est dénutri, ou bien quand il a des troubles de l'audition. Et c'est fréquent avec l'âge. Donc ce sont ces facteurs-là qui favorisent facilement la chute. Il est là, il voit mal, il se lève la nuit pour aller uriner, il trébuche parce qu'il ne voit pas bien et il va chuter. Donc il faut corriger ces facteurs-là. Donc la vue, il faut corriger l'alimentation pour que les muscles soient bien en place, ou même quand il va chuter, il peut bien se tenir sur. Donc conseiller l'activité physique en renforçant certains muscles. Et des facteurs assez souvent également précipitants. Les facteurs précipitants, c'est par exemple des facteurs, des pathologies. Une hypertension artérielle mal équilibrée va donner des vertiges, et les vertiges vont entraîner la chute. Ou bien un diabète mal contrôlé, ou bien des troubles au niveau de l'oreille, donc des vertiges, ou bien une anémie, ou bien une infection pulmonaire. Tous ces facteurs-là précipitent un état qui existe déjà et entraîner facilement la chute. À côté de ces facteurs-là, on a des facteurs parfois environnementaux. Parfois, c'est des prises de risque des personnes âgées. Et assez souvent, on le remarque. Vous avez des personnes âgées, souvent, avec 15 ans, 10 ans, qui ne sont pas assez souples, ils ne font pas d'activité physique, tu les vois faire des ablutions dans le lavabo. Et c'est des prises de risque. Ou bien monter sur un escabeau. Ou bien faire les escaliers, sans oublier qu'ils n'ont plus cette souplesse-là. Et il y a beaucoup qui chutent à cause de ces facteurs. Ou bien à la maison, il faut avoir un éclairage qui est bon pour la vision. Aussi, tout ce qui est obstacle au salon, les tapis, les moquettes, il faut dégager. C'est parce qu'on trébuche. Aussi, d'autres facteurs, nous avons les habits longs. Nos mamans et nos papas aiment porter des habits longs. Exact. Parfois, ces habits peuvent s'entremêler au niveau
des pieds et la personne va chuter. Parfois, c'est le chaussage qui n'est pas adéquat et on trébuche. Donc, ce sont vraiment des petites, comment on appelle, ce sont ces éléments assez souvent anodins, soit-il, qui peuvent enclencher une déstabilisation de l'équilibre de la personne âgée, et parce qu'il ne fait pas d'activité physique, il arrive difficilement à s'adapter à ce trébuchement-là et il va chuter. Et quand il va chuter, il peut faire des fractures, des traumatismes cérébraux et qui peut engager parfois le pronostic vital de la personne âgée. D'accord, alors professeur, comment accompagner ces personnes souffrant de troubles cognitifs comme la démence ou la maladie d'Alzheimer? Alors, la démence, c'est un terme qui est de plus en plus abandonné. On préfère le trouble neurocognitif majeur, qui est en réalité une personne âgée qui a par exemple des troubles de mémoire, qui a par exemple des hallucinations, mais ces fonctions cognitives-là s'accompagnent d'une inactivité ou bien un déficit dans les activités de vie quotidienne ou de base. Je m'explique. Quelqu'un qui est âgé, qui a un trouble de la mémoire, quand il n'arrive plus à faire ses toilettes, il n'arrive plus à manger, il ne sait pas qu'il a mangé, ou bien il ne peut plus s'habiller, ou bien il ne peut plus faire ses 5 prières, il a besoin d'une aide personne, d'une tierce personne. C'est en ce moment-là qu'on parle de démence, qu'on parle de trouble neurocognitif majeur. Et vous voyez clairement que cette personne a besoin d'une tierce personne pour les activités simples, telles que s'alimenter, telles que aller faire ses besoins, mais également les activités spécialisées, telles que aller au marché, sortir, aller faire des courses, revenir. Et justement, ces troubles neurocognitifs majeurs ont plusieurs étiologies. Ils ont plusieurs causes. Il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, assez souvent, c'est l'évolution, c'est la neurodégénérescence. Mais vous remarquez qu'il y a des personnes qui ont 100 ans, qui n'ont pas de trouble de mémoire, qui n'ont pas de trouble neurocognitif majeur. Parce qu'il y a d'autres facteurs également en dehors de l'âge avancé. Vous savez, par exemple, les maladies telles que l'hypertension artérielle. Quelqu'un qui fait une hypertension artérielle et qui fait plusieurs AVC, ça va nécroser les parties du cerveau qui contrôlent la mémoire et il va développer une démence. L'hypertension également, et le diabète également, les infections également, les traumatismes également. Donc il y a beaucoup de causes beaucoup de pathologies qui entraînent la démence. La maladie d'Alzheimer, c'est la plus fréquente qu'on remarque avec l'âge avancé. Et donc ceci nous ramène à la première question, la prévention. Il faut prévenir assez tôt toutes les pathologies cardiovasculaires infectieuses pour espérer être vraiment indemne, pour que le cerveau soit indemne de ces affections. Alors, pour les troubles neurocognitifs majeurs à maladie d'Alzheimer, le tout c'est de comprendre par le dépistage. Il faut dépister les patients. Et ça, de plus en plus, en consultation, on a des personnes qui viennent pour des problèmes de mémoire. Et donc, à la maison, quand vous remarquez que le papy, la maman, ou bien ils oublient, ou bien carrément, elle vous dit que vous savez qu'elle a mangé, mais elle vous dit qu'elle n'a pas mangé. Ou bien vous parlez d'une discussion, elle dit que non, vous avez fait une discussion, elle vous dit que non, ça n'a pas été fait, c'est pas vrai. Ou bien elle n'arrive plus à reconnaître les visages, ou bien elle n'arrive plus à reconnaître les mots, ou bien elle n'arrive plus à reconnaître les gens, ou bien elle fait des hallucinations. Il ne faut pas dire qu'elle est folle, c'est important. Ou bien il ne faut pas cacher, ou bien il ne faut pas dire que non, c'est l'âge, ça arrive avec l'âge. Non, c'est une erreur. Parce qu'on sait que quand les troubles de mémoire se déclenchent, quand la personne consulte aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 ans que ça a commencé. Donc le tout, c'est de diagnostiquer ça très tôt. Il faut consulter très tôt. Et quelque chose d'assez simple qu'on peut remarquer, que je dis tout le temps aux accompagnants ou bien aux parents, quand vous voyez que, surtout dans notre contexte en confession musulmane, quand vous voyez que la personne, avant, elle fait très bien ses prières, elle fait très bien ses ablutions, et assez souvent, il faut vous mettre d'un côté pour regarder est-ce qu'elle fait des choses
de manière cohérente. Parce qu'aujourd'hui, c'est la chose qui tient à cœur à beaucoup de nos parents. Et quand vous voyez que la personne ne le fait plus comme avant, ou bien en récitant certains versets, ou bien en mélangeant les heures des prières, il faut que ça vous inquiète. Pour rapidement aller consulter, pour chercher à savoir est-ce qu'il ne commence pas à développer des troubles neurocognitifs majeurs qui vont à la longue demander une démence. Si on les détecte tôt, on reste dans le contexte de troubles neurocognitifs légers. En ce moment-là, la personne a des problèmes de mémoire, certes. Il peut oublier, mais il arrive à être autonome. Et avec des thérapies de plus en plus clients, on peut stabiliser. Que d'atteindre au stade où la personne a une démence, où il sort nu parfois, il dit parfois des choses qui sont aberrantes, où il a un trouble de comportement, où il ne dort pas, il ne mange pas, il est là, il faut qu'on l'attache. Donc, quand on remarque ces différents symptômes que nous avons cités, il faut rapidement consulter pour que très tôt on puisse poser un diagnostic. Si c'est une hypertension artérielle, il faut bien la traiter. Si c'est un stade léger, faire en sorte que de stabiliser pour que ça ne progresse pas. Et s'il y a d'autres comorbidités, d'autres déficits, d'autres infections, il faut les traiter. Bien, alors docteur, il y a plusieurs défis certes, mais quels sont les défis psychologiques les plus fréquents chez les seniors et comment les surmonter? Alors, les défis psychologiques, ils sont fréquents, vous l'avez dit. Et on a parlé de la dépression. Oui. La dépression, vous savez, c'est un trouble psychologique qui est là et qui existe. Et notre difficulté aujourd'hui, c'est le diagnostic de la dépression. Quand est-ce qu'il faut dire qu'un tel est déprimé? Alors, là-dessus, il y a beaucoup d'échelles qui ont été évaluées. Il y a beaucoup qui ont été utilisées. Alors, la majorité des échelles que nous avons, c'est sur le plan, c'est pas adapté à notre contexte. Et donc, il va falloir trouver, à travers des scores ou bien des outils, pour savoir quand est-ce qu'on va dire qu'un tel est déprimé. Vous savez, dans notre contexte, quand on vous dit comment ça va, est-ce que vous êtes triste, c'est pas évident. Est-ce que vous sentez que votre vie est vide? Vous savez que pour un bon musulman, il ne le dira pas. Donc le tout, c'est de savoir comment détecter cette dépression qui, aujourd'hui, on le sait, surtout dans certains contextes, avec l'âge avancé, avec la retraite, quand elle est mal préparée, déjà, c'est une situation d'isolement. Parfois, quand les pensions ne sont pas assez régulières ou bien il faut dépendre des enfants, c'est pas évident. Donc, ce sont ces ensembles de situations qui font en sorte que la personne ne se voit plus comme avant. Parmi ses congénères, et associé à la difficulté de l'alimentation, difficulté d'accéder aux soins de santé primaires, difficulté de participer à certains événements sociaux dans la vie communautaire, tous ces paramètres-là, nous pensons qu'ils contribuent à rendre le sujet âgé dépressif et donc un problème psychologique. Et donc toute la stratégie vise à détecter d'abord ça et maintenant trouver un cadre de commun accord avec tous les intervenants de la société sur le sujet âgé. Et il y a beaucoup d'intervenants. Et c'est pourquoi la gérontologie. La gérontologie, elle englobe tous les acteurs qui agissent, qui interviennent dans le cadre du vieillissement. Aujourd'hui, vous avez le Conseil national des personnes âgées du Niger, qui fait beaucoup d'activités, qui essaye en tout cas de créer un cadre pour que les personnes âgées puissent trouver des repères. Parce que de plus en plus, ça va venir. Ça va venir. Et quand ça va arriver, j'espère qu'on sera prêt pour adapter nos structures de soins aux personnes âgées. Vous êtes d'accord qu'une personne âgée qui vient aux urgences par rapport à un jeune, l'urgence n'est pas la même. La personne âgée, dans notre contexte, elle a besoin d'intimité quand elle vient. On ne peut pas l'exposer à tout le monde. Tout ça, ce sont des réalités qu'on vit. Et qui parfois, quand la personne ne trouve pas ces conditions d'accueil minimales, assez souvent, ça rend dépressif. Et donc, il y a tout un travail à faire, mais c'est global. Il faut que très tôt, on puisse rentrer dans le moule et trouver des solutions à ces différents défis. Alors, professeur, quelles sont les meilleures pratiques pour assurer un bon suivi médical et que peuvent faire les familles pour améliorer la qualité de vie de leurs proches? Merci beaucoup. Alors, la famille, elle est déterminante. Parce que, assez souvent, quand la personne prend de l'âge, il n'y a que la famille qui reste après. Et la famille
intervient le plus souvent lorsqu'on a une situation de sujet âgé qui perd son autonomie. Parce qu'il y a beaucoup qui vieillissent bien. On a beaucoup de personnes âgées de 115 ans qui viennent en consultation seules. Ils n'ont pas besoin d'une tierce personne. Mais le plus gros des problèmes, c'est les personnes âgées qui ont une perte d'indépendance, une perte d'autonomie. Exemple, le sujet âgé, il a fait un AVC. Il est obligé d'avoir 2 accompagnants. Parfois, il fait l'AVC, c'est associé à des troubles de mémoire. Les médicaments là, il faut qu'on lui montre comment les prendre. Parfois, les activités de base, il faut qu'il y ait une auxiliaire de vie. Il faut qu'on amène quelqu'un du village. Donc la famille, elle est déterminante chez les personnes âgées qui ont perdu l'autonomie. Et je sais que c'est un problème dans beaucoup de familles au Niger. Ça se dit pas, c'est pas que ça se dit pas, mais ça se vit, puisqu'on voit des gens en consultation. À 2, à 3, parfois c'est pénible. Et donc, les conseils qu'il faut donner, c'est il faut continuer à soutenir ces patients-là. Ce sont nos parents. Ils nous ont vus grandir. Ils ont donné tout pour nous. Exactement. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure façon de le rendre que de leur rendre la pièce, la monnaie de leur pièce. Et je pense qu'il faut être à leur côté. Il faut que l'État trouve des stratégies pour encourager, accompagner ces personnes âgées qui ont besoin d'aide d'une tierce personne, que ce soit médical, que ce soit social, que ce soit médicamenteux. Il faut créer les conditions pour que nos parents restent à côté de nous, pour qu'on puisse les aider, pour qu'on puisse trouver des stratégies pour les accompagner dans leur prise en charge. Alors, professeur, quels progrès ou innovations récentes ont marqué la prise en charge gériatrique? Alors, parler de progrès, vous savez, la gériatrie, c'est la médecine classique. Tous les progrès qu'on réalise chez l'enfant, l'adulte et la personne âgée peuvent s'appliquer à la personne âgée. Par exemple, c'est pas un progrès, mais je pense que dans notre contexte, c'est de la méconnaissance. On dit qu'une personne âgée de 95 ans, on ne peut pas l'opérer. Ça, c'est courant à entendre, mais c'est pas vrai. Il y a des opérations qui ont très bien réussi à l'âge de 100 ans et que la personne reste autonome. Donc le progrès, je pense que s'il faut parler en termes de progrès, le progrès réside aujourd'hui dans l'amélioration de la qualité de vie de la personne âgée. Aujourd'hui, à 95 ans, on peut faire une thrombolyse quand les conditions sont réunies. La thrombolyse, c'est la personne âgée qui fait un AVC, par exemple, on peut rapidement récupérer ça. Oui. Donc il n'y a pas de progrès spécifique lié à l'âge, il y a des progrès qui sont en relation avec l'amélioration de la prise en charge des pathologies et des conditions de tous les patients, y compris la personne âgée. Donc la personne âgée, c'est juste un terrain dans lequel il y a beaucoup de pathologies qui surviennent, qu'il faut savoir prendre en charge ces pathologies. Pour la maladie d'Alzheimer, parce que c'est l'affection la plus fréquente. Alors, aujourd'hui, il y a des thérapies qui sont en essai, notamment la biothérapie, où on pense, dans un futur proche, régler ce problème de trouble de mémoire, la maladie d'Alzheimer. Mais c'est encore un début. Mais je suis sûr qu'avec la science qui progresse, on peut arriver à trouver un remède efficace, ou un traitement efficace pour cette pathologie-là qui vous dénature, qui du jour au lendemain vous fait que vous ne savez pas qui vous êtes. Je pense que c'est l'un des plus gros progrès qui est en train de vouloir être réalisé d'ici peu. Pour l'instant, il faut prévenir les pathologies cardiovasculaires, il faut manger bien, il faut des activités physiques adaptées, il ne faut pas hésiter à consulter pour faire un vieillissement réussi. Bien, professeur, alors quel dernier conseil donnerez-vous pour nos téléspectateurs qui nous suivent? Alors pour nos téléspectateurs qui nous suivent, les conseils que j'ai envie de faire passer, c'est d'abord, il ne faut pas mettre tous les maux ou toutes les pathologies ou tous symptômes sur le dos de l'âge. On a vu des personnes âgées de 100 ans qui sont indemnes de tout. Ils raisonnent bien, ils font des activités physiques adaptées et ils n'ont aucune pathologie. Donc ça veut dire que quand quelqu'un a 70 ans ou 105 ans, vous voyez qu'il ne mange pas, vous voyez qu'il ne parle pas, vous voyez que non, c'est lié à l'âge, non. Donc c'est vraiment mon premier message, c'est de consulter pour
tout symptôme qui est nouveau, c'est votre parent. Il n'a pas l'habitude de faire ça, il est irrité, il ne dort pas, il faut rapidement consulter pour pouvoir stopper, diagnostiquer et stopper très tôt la pathologie qu'il est en train de développer. Deuxième des choses, c'est que il faut aller vers nos parents. Nous avons la chance, pour ceux qui ont leurs parents à leur côté, il faut les rendre visite chaque jour, tant que c'est possible. Il faut les appeler, il faut échanger avec eux, il faut leur demander ce qui ne va pas. Parce que assez souvent, notre contexte fait qu'on ne demande pas. Tant que vous ne demandez pas, ils ne vont pas vous dire. Donc, il faut aller vers nos parents qui nous ont vu grandir, qui ont tout fait pour nous. Il faut faire tout pour être à côté d'eux, pour sentir que nous sommes avec eux, ça va les réconforter et ça va les rendre moins dépressifs. Et je vous assure, ils vont vous dire beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas aller à la maison et faire 2-3 minutes sur le téléphone, on n'a pas le temps. Il faut consacrer du temps pour ses parents. Ça va, vous allez voir, leur journée va être vraiment splendide. Troisième des choses, et enfin, c'est l'appel face aux autorités. Il faut adapter les structures de soins aux personnes âgées. Ce vieillissement, la transition démographique, vous voyez dans les pays avancés, les personnes âgées, ils sont débordées. Et ça va arriver bientôt chez nous. Et comme j'ai l'habitude de le dire, il faut qu'on arrange dès maintenant pour qu'à notre vieillissement, que les choses soient faciles. Ce n'est pas au jour où on aura un taux important de personnes âgées, dépendant qu'on va se dire comment il faut faire. Je pense que c'est le lieu dès maintenant que les politiques puissent s'orienter pour trouver une stratégie de canaliser, de réaliser une prise en charge de nos personnes âgées qui est adaptée à notre contexte socio-économique et culturel. C'est important. Alors nous arrivons à la fin de cet épisode de santé et bien-être dédié aux personnes âgées. Nous remercions professeur Andia Abdelkader pour ses explications et conseils qui, nous l'espérons, aideront à sensibiliser et à mieux accompagner nos seniors. Merci professeur pour ces précieuses explications sur la gériatrie et les moyens d'accompagner nos aînés dans les différentes étapes de leur vie. Ce sujet nous concerne tous, directement ou indirectement. Et il est essentiel d'être informé pour mieux répondre à leurs besoins. Merci encore, professeur, d'avoir été avec nous aujourd'hui et nous espérons que ces conseils seront utiles à nos téléspectateurs. Merci aussi à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode consacré à votre bien-être. Merci aussi. Merci. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan gaida likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin.